Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Léonard Paris. Bienvenue pour cette rencontre donc, qui va porter aujourd'hui sur la thématique de la ville nourricière et en particulier de l'agriculture urbaine. Vous m'entendez mieux? Toujours pas? Alors, Laurent, est-ce que tu peux pousser un peu? Je vais parler un peu plus fort. Avant d'en dire plus sur la thématique de ce soir, une brève présentation de l'endroit où vous vous trouvez, parce que cette thématique, nous ne l'avions pas encore traitée dans les nombreux événements que nous avons déjà organisés ici à Léonard Paris, et assez naturellement, elle amène à cet endroit un public qui ne le connaît pas encore. Léonard Paris, c'est un lieu tout neuf, puisqu'il a été ouvert en juin dernier. Et il se veut le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures. Ce lieu, il a été créé par Vinci, qui, comme vous le savez, naturellement, est un acteur important des villes, qui s'interroge aussi sur le futur de ses métiers et de ses marchés, et a donc décidé de créer ce lieu pour à la fois disposer d'une plateforme et d'un outil pour accélérer finalement ces réflexions, pour accélérer des projets innovants que nous accueillons ici, pour accueillir également les différentes entités qui s'intéressent justement au futur des villes, des infrastructures, qu'il s'agisse de Léonard, qui réfléchit à l'avenir précisément des métiers et des marchés de Vinci, qu'il s'agisse de la Fabrique de la Cité, qui est le think tank des transitions urbaines, qui est également hébergé ici, ou encore de la Fondation Vinci pour la Cité, qui s'intéresse à les problématiques d'insertion, et pour finir, la chaire Vinci ParisTech d'éco-conception, dont nous aurons l'occasion de reparler dans un moment en présentant certains de nos intervenants. On m'entend? Sans micro, je doute que ce soit bon. Alors, il faudra vraiment forcer la voix. Ouais. Vous savez tout de Léonard. On laissera quand même le choix des armes à certains de nos speakers, mais ce sera. Vous savez à peu près tout de Léonard. Cette rencontre, elle suit une première rencontre que nous avons organisée voici 15 jours sur la thématique précisément de la ville productive. La ville productive, ce n'est pas seulement la ville nourricière, la ville vivrière, telle que nous allons la présenter et la discuter aujourd'hui, c'est aussi la ville fabricante dont il était question il y a 2 semaines, et c'est une thématique donc, que nous allons clôturer avec la rencontre d'aujourd'hui. Un mot d'introduction du thème. De Notre-Dame-des-Champs, au cœur du 6e arrondissement, aux Murs à Pêche, à Montreuil, pour ceux qui connaissent ce quartier, les noms des quartiers rappellent que le cœur du Grand Paris a accueilli longtemps et dans un passé assez récent, des activités maraîchères, des activités vivrières. J'ai lu quelque part que le dernier élevage avait quitté Romainville en 1964. Il sera certainement de nouveau question de Romainville. Donc, ces activités ont été progressivement évacuées du cœur des villes, sous la pression naturellement du prix du foncier, donc dans la première moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, l'agriculture semble prête à faire un retour, et un retour qui est largement remarqué donc, au sein de ces villes. Dans toutes les métropoles, et ça je ne l'apprends à personne ici, les projets agricoles se multiplient sur des terrains qui sont le plus souvent inattendus, ou en tout cas atypiques, au regard de la façon dont on exploitait traditionnellement jusqu'à aujourd'hui. Donc on parle de tours, on parle de toits, on parle de souterrains, on parle de terrains vagues ou encore de trottoirs. Après avoir suscité de la curiosité d'abord, ces projets attirent aujourd'hui le soutien notamment des collectivités territoriales qui les encouragent largement, et puis maintenant même les financements et donc le soutien des investisseurs. Alors on verra tout à l'heure avec nos intervenants si la France suivra la même courbe, mais c'est une problématique universelle, mais on sait déjà que aux États-Unis par exemple, en côte ouest, une entreprise comme Plenty reçoit les financements de fonds auxquels participent Jeff Bezos ou Eric Schmidt.
que Côte Est, Square Roots, est dirigé et a été est soutenu par le frère d'Elon Musk, ça fait les pages et les choux-gras, je dirais, de Wired. Encore une fois, ces projets sont en train de prendre quelques vitesses. Pourquoi? Parce qu'on attribue évidemment de nombreux avantages à la pratique agricole en milieu urbain. On rapproche la production du consommateur, on favorise les circuits courts, on réduit le transport des denrées et on encourage la biodiversité en ville. Pour ne prendre que l'exemple de Paris, le potentiel de l'agriculture urbaine tel qu'il a été, disons, évalué par la PUR, serait de l'ordre de 60 millions équivalents repas, si toutefois on mettait en culture 10% du potentiel que recèle aujourd'hui la ville et le Grand Paris. Pour en parler ce soir, et puis pour mesurer le potentiel de l'agriculture urbaine pour nos villes, on a réuni 5 intervenants qui témoignent de la diversité des pratiques agricoles urbaines. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à peu près 21h. On va les entendre les uns après les autres avec des regards, encore une fois, croisés, différents, échanger un moment et bien évidemment vous laisser un temps de questions et de débat avec eux. Je vais inviter Jacques-Olivier à en faire autant. Pour les gens qui nous suivent et qui suivent le live que nous diffusons sur YouTube dans le même temps. Alors, Jacques-Olivier Blade, bienvenue. Vous êtes ingénieur et spécialiste d'agriculture urbaine. Et vous êtes en particulier l'un des animateurs des pariculteurs, qui est, je dirais, l'organisation, le réseau, qui, à l'initiative de la ville de Paris, effectivement, le retour semble... Vous n'entendez rien ? Bon. Qui semble le réseau qui promeut la végétalisation et le développement de l'agriculture urbaine à Paris. Donc l'idée est bien évidemment de zoomer un peu sur un territoire, le territoire parisien, pour en savoir un peu plus sur la façon dont vous entreprenez justement cet effort. Je vais garder le micro assez loin pour qu'on m'entende sur YouTube. Écoutez, merci aux organisateurs. Non, j'ai pas de présentation. C'est ma photo que vous verrez pendant toute la présentation. Merci aux organisateurs de cet événement d'avoir invité la ville de Paris à intervenir sur les enjeux de l'agriculture urbaine et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Comme vous le savez, d'ici 2050, les villes vont accueillir près des 2/3 de l'humanité et vont produire 70% des rejets de gaz à effet de serre. Donc il y a un défi climatique qui est un enjeu global, mais qui est aussi un enjeu local. Et donc si les villes concentrent effectivement les défis, elles produisent aussi les solutions pour les résoudre. Et c'est vraisemblablement à cette échelle locale, au niveau des villes, en tenant parti des expériences de chaque ville, que des solutions seront trouvées pour relever les défis environnementaux. Et l'agriculture urbaine, selon nous, fait partie des solutions qui permettront de lutter contre le réchauffement climatique et de s'y adapter. Donc c'est pour ça que la ville de Paris mène un certain nombre d'actions en faveur du développement de l'agriculture urbaine. Et l'objectif que la maire Anne Hidalgo a fixé en arrivant en 2020 est assez ambitieux puisque en 2014, lorsqu'elle est arrivée, il n'y avait pas, pour ainsi dire, beaucoup de surfaces d'agriculture urbaine développées à Paris. Et Anne Hidalgo a souhaité que 30 hectares d'agriculture urbaine soient développés sur le territoire parisien à l'horizon 2020. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont engagés aujourd'hui à Paris dans l'agriculture urbaine, à commencer par les porteurs de projets, mais on a aussi des propriétaires fonciers qui se sont engagés dans l'agriculture urbaine, des grandes entreprises, des institutionnels, des bailleurs sociaux, des grandes écoles. Il commence à y avoir pas mal de projets qui existent sur les territoires parisiens et l'objectif, c'est d'en développer toujours plus. Donc on peut dire aujourd'hui que les agricultures urbaines et périurbaines sont des enjeux importants pour les villes. Ce sont des activités qui sont amenées à se développer pour développer la place de la nature en ville, mais aussi pour nourrir toujours plus d'urbains, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc le sujet du système alimentaire urbain
sera probablement l'un des sujets des 10-15 prochaines années pour nourrir les urbains avec moins de ressources et moins de gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu auquel la ville de Paris est aujourd'hui confrontée, même s'il semble évident que l'agriculture intra-urbaine ne suffira pas à nourrir Paris. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle des chiffres que vous annoncez tout à l'heure, parce que j'aimerais bien avoir le détail. Donc l'agriculture urbaine s'entend à l'échelle de la métropole. Et travailler sur ce sujet, c'est travailler sur les circuits courts, c'est participer à l'économie circulaire. L'enjeu du maintien d'une agriculture périurbaine est important, et dans ce cadre, l'agriculture urbaine permet de développer les circuits courts de proximité, puisque les fermes urbaines peuvent constituer un point d'entrée intéressant dans les villes pour les produits d'agriculture périurbaine, pour la vente de produits d'agriculture périurbaine. Les enjeux de l'agriculture urbaine, c'est aussi la participation au paysage urbain, c'est la gestion, participation à la gestion des pluviales et participation au développement et à la protection de la biodiversité. Ce sont aussi des enjeux économiques, puisqu'il y a une volonté de développer des nouveaux métiers autour de l'agriculture urbaine. Et on peut observer effectivement que les filières se structurent de plus en plus dans ces domaines à Paris comme ailleurs. Ce sont également des enjeux sociaux, puisque l'ambition citoyenne de nombreux projets d'agriculture urbaine est importante. Ils participent à la création d'une nouvelle dynamique sociale, au renforcement du lien social dont nous avons besoin aujourd'hui dans nos sociétés, dans une ville comme Paris, au regard des difficultés qui peuvent être celles d'une grande ville comme Paris, à cette réinvention d'un vivre ensemble. Et par exemple, les jardins partagés qui se sont développés depuis plus de 10 ans dans Paris le montrent bien. La ville de Paris est aujourd'hui en train de créer ou peut-être de recréer ce qui existait il y a de nombreuses années, donc un nouveau modèle urbain. Et il y a une volonté très forte des Parisiens de s'investir dans ce nouveau modèle. Et on l'a vu sur les budgets participatifs, où le nombre de propositions faites par les Parisiens sur la thématique de l'agriculture urbaine est extrêmement important. Donc Paris a, comme toutes les métropoles, une pression foncière importante. Chaque parcelle du sol aujourd'hui est très précieuse, parce qu'il faut pouvoir faire du logement, des écoles, des crèches, des pépinières d'entreprises, etc. Et c'est aussi pour cette raison que le bâtiment végétalisé, la proposition de développer l'agriculture urbaine sur les murs et les toitures terrasses a été privilégiée dans en tout cas les premières éditions des appels à projets pariculteurs. Donc l'agriculture urbaine, on peut dire que c'est le moyen de concilier ce qui peut paraître pour certains difficilement conciliable, c'est-à-dire les nouvelles demandes citoyennes et la raréfaction du foncier. Donc la ville de Paris sensibilise tous les acteurs de la ville à ces problématiques d'intégration de l'agriculture urbaine, que ce soit des acteurs publics comme les bailleurs sociaux, mais aussi tous les acteurs privés qui veulent, avec la ville de Paris, co-construire ce nouveau modèle urbain par des partenariats, dans des partenariats innovants. La ville de Paris, à travers plusieurs appels à projets, comme par exemple Réinventer Paris, les appels à projets Houblon, Éco-Rénovons Paris, Chapelle Internationale, les pariculteurs saison 1, 2 et bientôt pariculteurs saison 3. C'est ce que fait la ville de Paris au travers de ces appels à projets qui permettent de partager les expériences de développement de l'agriculture urbaine entre différents
porteur de projet qui permet de voir naître chaque année de nouveaux porteurs de projets d'agriculture urbaine avec des nouvelles propositions, des nouvelles solutions d'agriculture urbaine à Paris. Écoutez, je vais peut-être laisser un peu la parole à mes successeurs. En tout cas, merci encore pour votre attention et à tout à l'heure. Venez par ici, vous allez vous installer à côté de Paola. Merci beaucoup. Alors, je continue de parler dans ce micro puisqu'il semblerait que donc, sur le web, on puisse être entendu. Si vous voulez aider ceux qui n'entendent pas, n'hésitez pas à vous servir du hashtag OpenLeonard sur lequel nous essayons de rendre compte un peu de l'événement. Maintenant, je voudrais... Alors, un mot sur les chiffres. Les chiffres sont les chiffres de la Pure qui dit qu'en valorisant donc 10% du potentiel, on devrait pouvoir donc servir, je sais plus, j'ai dit 60 millions équivalents repas. Voilà, donc, sur une année bien sûr, oui, bien évidemment, et non pas tous les jours, ce qui serait évidemment une... on va laisser la place maintenant donc à des doers, des gens qui travaillent et qui animent donc ce type de projet. Je vais vous proposer de venir. Donc Jean-Noël Gertz d'abord, qui est fondateur de Cycloponics, qui a lancé sa culture à la Caverne, la première ferme urbaine souterraine à Paris. Je vais demander aussi à nous rejoindre donc Joséphine Secaldi, qui va présenter Agricool et un projet de culture de fraises en container. Et enfin, je vais proposer aussi à Thomas Aden d'AgroParisTech et de la chaire, donc Vinci ParisTech susmentionné, de rappeler donc les conclusions de l'expérimentation qui a été lancée sur les potagers des toits de l'école. On va commencer peut-être par Jean-Noël, à qui je donne une occasion de présenter précisément la caverne et le projet que vous y menez. Bonjour à tous, merci à Léonard de m'avoir invité. Voilà la caverne. Moi je suis agriculteur. Je suis agriculteur et comme disait Jacques Olivier, le foncier en aérien il coûte très très cher en ville. Il y a un facteur 100 avec la terre agricole. Donc nous on a décidé de le laisser à ceux pour qui c'est indispensable. C'est-à-dire pour les logements, pour les bureaux et pour les plantes qui en ont besoin. Donc nous on fait que des cultures ombrophiles, des cultures qui n'ont pas besoin de soleil, qui sont très adaptées, traditionnellement adaptées à l'agriculture souterraine. Donc c'est assez simple. Les champignons, c'est traditionnellement produit à Paris. On ne fait pas de champignons de Paris, on essaye, on se bat pour. Tout le monde nous le demande. C'est très très compliqué à faire. C'est notre méthode de culture, c'est les champignons de couche. Ça pousse les pieds dans la merde, on le dit, c'est-à-dire dans le fumier de cheval. Nous on est en bio, donc il faut du fumier bio. Et globalement, la filière n'est pas structurée pour faire ça sur des petites surfaces et dans des locaux aux dimensions un peu particulières. Donc nous on est obligé de tout refaire, de tout restructurer sur la filière du champignon de Paris. Ça prend du temps et ça coûte très cher. Donc on verra dans quelques mois si on y arrive. Donc dans les cultures qu'on fait, c'est Corinne qui est en train de ramasser des shiitake. Donc c'est l'antin du chêne, c'est un cèpe japonais, c'est le deuxième champignon le plus consommé au monde. Donc on compte en dizaines de millions de tonnes, champignon asiatique qui a été développé en Asie il y a déjà 2000 ans, donc on a énormément de recul. Là-bas, ils arrivent à faire ça dans la jungle avec aucun moyen, avec des capex égales à 0. Ils vous font ça et ils acceptent des taux de perte de 20 à 30% et ils vont produire des quantités incroyables. Voilà, ils vont en train de planter des endives, c'est la troisième variété qu'on peut assez facilement faire dans des souterrains. Les endives, on les fait pousser en plein champ pendant 6 mois, puis après on va les récolter, on va prendre les racines et on va les faire forcer dans le noir. Donc nous c'est ce qu'on fait porte de la Chapelle, où là on vise à produire quasiment 3-4 tonnes d'endives par semaine. Donc on fait de l'agriculture, on a besoin de faire du volume. On est en bio, donc on arrive à valoriser un peu mieux nos produits, ce qui nous permet de vivre. Ça représente juste les endives, la moitié de notre chiffre d'affaires. Pour parler un peu du côté souterrain, donc le paysan, celui qui fait le pays,
qui fait le paysage urbain, comme disait Jacques Olivier. Nous, c'est exactement ça, hein. Un agriculteur, on crée aussi un écosystème, on se structure. Et un agriculteur, il ne fait pas que pousser des légumes, hein. Il fait énormément de logistique. Donc, il passe traditionnellement 25% de son temps à distribuer ses produits. Nous, aujourd'hui, le fait d'être en ville, on réduit ce temps à presque zéro. On a des partenaires qui s'en occupent très bien. Un agriculteur, il a aussi des chambres froides, hein, parce qu'il va récolter, il va livrer que le week-end. Donc, il doit pouvoir stocker sa production. Donc, on a des énormes chambres froides. Donc on peut aussi s'occuper de la chaîne frigo en termes de logistique, et ça on peut le partager avec d'autres acteurs. Un agriculteur, il a du terrain à la campagne, hein, c'est lui qui a tout le paysage. Nous c'est pareil, en souterrain. Donc nous on a des plateaux gigantesques à disposition, et on les met à disposition d'autres structures qui veulent se lancer, qui ne cherchent pas 3000 m² d'un coup, mais pour qui simplement 50 m² ça suffirait à lancer un proto ou à lancer une petite production. Et on leur met à disposition nos outils de production, que ce soit en termes de la logistique pure, c'est-à-dire des transpales, des gerbeurs, des outils de manutention qui coûtent cher et qui vous permettent de déplacer des bacs IBC de flotte d'1 tonne très facilement, hein. Donc c'est du matériel, un gerbeur ça pèse 1,6 tonne. C'est pas une trottinette, quoi, hein. C'est compliqué, dangereux, il faut être formé. Et nous, sur site, il y a des dizaines de personnes qu'on n'emploie pas directement, mais qui sont porteurs de projets et qui peuvent utiliser ce matériel. Ça leur facilite énormément la vie. Pour le froid, c'est pareil, hein. Trouver du froid à Paris, c'est compliqué. Nous, on a des énormes chambres froides et tout le monde en a besoin. Surtout quand on transformera nos produits, parce que ça, c'est le next step, hein, en agriculture, comme tu disais avant. C'est obligatoire, hein. Aujourd'hui, tous les agriculteurs ils sont tous obligés de passer par là. Donc nous, la prochaine étape, c'est clairement soit de participer, d'acheter du temps dans des cuisines partagées comme on peut en trouver un peu partout à Paris, ou soit de monter les nôtres, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir de poser l'équation. Mais tous les champignonistes, ils font de la transformation. Voilà, ça leur permet d'écouler leurs invendus, de lisser leur production sur l'année, de faire du chiffre même en été, même à des périodes où ils ne vont pas produire. Ça leur permet aussi de occuper leur personnel sur des périodes creuses. Ça leur sauve la vie aujourd'hui, hein, la transformation. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler, mais ouais, c'est indispensable pour le métier d'agriculteur de transformer ses produits. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, je suis au bout. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci, je voulais qu'on entende, qu'on entende donc un deuxième témoignage qui sera celui de Joséphine et d'Agricool. Ouais. C'est pas moi ça. Tout d'abord, merci d'être là ce soir. Ravie de vous présenter le projet Agricool. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici, donc je vais vraiment revenir un peu sur l'historique et l'histoire un peu d'Agricool. À la base, on a deux fils d'agriculteurs, Guillaume et Gonzague, qui ont cherché à trouver une solution à cette perte de goût qu'ils ont vraiment découvert quand ils sont arrivés à Paris et qu'ils ont commencé à consommer, à acheter leurs fruits et légumes comme on fait tous, puisqu'ils étaient habitués à leurs fruits et légumes qu'ils consommaient de leurs parents agriculteurs. Et perte de goût, on a déjà largement parlé, mais qui est largement dû au transport massif qu'effectuent du coup les... je pense qu'il y a un petit problème sur... Ouais. Bref, du coup, je disais la perte de goût qui est principalement causée par le transport, parce qu'en moyenne, c'est à peu près 1500 km qu'effectuent les fruits et légumes entre le moment où ils sont cultivés et le moment où ils arrivent dans votre assiette.
plus évidemment tous les produits, les traitements qui sont effectués sur ces fruits et légumes. Donc ils ont cherché à essayer d'inventer une nouvelle manière de pouvoir produire ces fruits et ces légumes au cœur des villes. Ça a commencé de manière assez artisanale au début dans le jardin des parents de Gonzague, où il se trouvait qu'il y avait un container qui était présent, et ils ont du coup essayé de commencer à cultiver des premières fraises, à voir si ça fonctionnait. Et ça a commencé à donner des fraises et qui avaient du goût, puisque c'était vraiment le premier objectif, et c'est de trouver vraiment des fruits et légumes qui pouvaient avoir un goût assez exceptionnel. Et puis ils ont travaillé du coup avec toute une équipe derrière de recherche et développement pour arriver finalement à installer le premier vrai container un peu plus technologique à Bercy en 2015, donc en fin 2015. Donc voilà, ça c'est celui qui est encore à Bercy aujourd'hui. Du coup, la production, donc tu en as beaucoup parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément trop développer la manière dont on produit nos fraises, mais c'est effectivement plusieurs principes. La première, c'est qu'on est en hors-sol. On est dans ce qu'on appelle non pas de l'hydroponie chez Agricool, mais de l'aéroponie. C'est-à-dire qu'on a nos plants qui sont à l'air libre dans des colonnes. On vient juste brumiser d'eau avec l'ensemble des nutriments nécessaires à la plante. Ensuite, on est sur une lumière, comme vous voyez ici, qui est artificielle, qui est amenée à la plante grâce à un système de LED. On est sur de l'agriculture verticale. C'est un atout extrêmement important parce que ça nous permet de maximiser, je pense qu'on en reviendra après, mais maximiser l'espace, puisque justement c'est une des grandes problématiques dans les villes. C'est comment on arrive à produire avec des terrains qui sont limités. Et on est surtout dans un environnement qui est complètement fermé et protégé. Donc les produits ne sont pas traités. On y intègre, nous, quelques insectes. Par exemple, on intègre des bourdons pour gérer naturellement la pollinisation. Et puis pour gérer de manière extrêmement naturelle la gestion de potentielles maladies qui pourraient se développer. Mais on n'a pas de traitement de nos fruits. Et un principe assez important, c'est que du coup, on peut vraiment cueillir les fraises à maturité. Elles sont récoltées le matin et elles sont ensuite distribuées le jour même en magasin. Donc ça permet de garder vraiment à la fois toutes les vitamines, évidemment le goût, un taux de sucre du coup qui est souvent supérieur. Dans les différentes mesures qu'on a pu faire, on est à peu près à 20-30% de plus en termes de quantité de sucre dans les fruits, dans nos fraises, par rapport aux fraises que vous pourrez consommer en supermarché. Donc voilà, donc ça permet d'avoir vraiment des fruits qui ont à la fois du goût, qui ont gardé vraiment toute leur valeur nutritionnelle et évidemment qui ont un impact sur l'écologie moindre, parce qu'en termes de transport, on est juste à côté. Pour vous donner un exemple, on a un conteneur qui est à Asnières, à 900 mètres, on a le Monoprix où on distribue nos fraises, donc on est vraiment sur du circuit court. Je vais venir rapidement. On est du coup aujourd'hui 60 personnes dans l'équipe et on a pu se développer parce que du coup sur les 60 personnes, on est principalement à peu près à 70% d'ingénieurs, donc à la fois des ingénieurs agronomes évidemment pour arriver à connaître parfaitement la plante, comment elle fonctionne et arriver à développer ce type de technique, mais aussi des ingénieurs pour permettre de construire ce système de conteneurs où on va gérer tout le climat, on va gérer les lumières, tout le système en fait qui a été inventé, et également des ingénieurs software. Donc là, ça permet via des logiciels en fait de pouvoir contrôler et maîtriser un certain nombre de choses à distance, ce qui évite trop d'interventions dans le conteneur et de pouvoir gérer tous ces différents conteneurs qui sont un petit peu partout dans Paris. On a justement 6 containers, alors là vous en voyez que 5 sur la carte, c'est normal. On a du coup le premier container qui est à Bercy, qui a été installé à Bercy, dans le parc de Bercy. On en a un qui est en expérimentation justement avec Urban Lab, qui est à côté de Station F.
On en a un à Asnières, donc comme je vous disais, qui est juste à côté de la Halle Flachat, un en Seine-Saint-Denis, un dans nos bureaux, à côté de nos bureaux à la Courneuve, et un petit 6e qui n'est pas sur la carte, parce qu'il est arrivé en mai à Dubaï, dans un projet qui s'appelle Sustainable City, qui a justement un projet dans Dubaï qui a pour vocation d'essayer de limiter au maximum l'empreinte carbone avec tout un système de gestion de l'énergie, des déchets, etc., etc. Et du coup, dans lequel on a installé un container Agricool qui a donné ses premières petites fraises en septembre. Voilà. Et du coup, on a une mission aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à produire des fruits et des légumes qui ont un goût vraiment exceptionnel, qui sont sains pour la santé, qui sont pas traités, sans pesticides, et qui du coup vont limiter leur impact environnemental également, permettre justement de produire en ville sur des terrains qui sont aujourd'hui pas forcément des terrains qui auraient pu être exploités justement en agriculture traditionnelle. Et donc voilà, on est aujourd'hui distribué dans plusieurs points de vente, on a fait plusieurs tests, mais on est encore sur des productions qui sont assez faibles, mais avec des enjeux de développement assez importants. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, je voudrais proposer à Thomas de lui, je dirais, témoigner d'un dernier exemple, qui est celui donc, de l'exploitation des potagers, donc des toits d'AgroParisTech. Donc, bonsoir à tous, Thomas Aden, j'ai rejoint l'équipe de recherche d'AgroParisTech qui travaille sur les toits de cette école dans le 5e arrondissement de Paris. Donc, il y a des travaux qui sont menés depuis 2012, un projet qui s'appelle T4P pour Toit Parisien Projet Pilote. Ces travaux sont financés en partie par Vinci dans le cadre de la chaire éco-conception. Et nous avons 4 partenaires, 3 structures d'agriculture urbaine, Topager, Culture en Ville et la boîte à champignons, ainsi qu'une plateforme de compostage dans les Yvelines. Donc nos objectifs de recherche depuis 2012, c'est de tester la faisabilité de l'agriculture urbaine en toiture. Pour tester cette faisabilité, nous sommes imposés 3 contraintes. Utiliser des produits résiduaires urbains dans une logique d'économie circulaire. C'est des produits qu'on va mettre dans nos bacs potagers pour faire pousser les plantes. Des systèmes low-tech, donc des bacs que vous avez pu voir sur la photo précédente, où nous faisons pousser des plantes tout au long de l'année de manière intensive. Et enfin, une conduite en agriculture biologique. Agriculture biologique, nous avons mis entre guillemets, car comme nous produisons en bac hors sol, réglementairement, nous ne pouvons pas appeler ça de l'agriculture biologique. Donc à partir de ces structures de potager en bac, nous avons testé différents services écosystémiques qui sont apportés. Donc c'est les services que vont rendre ces potagers à la ville. Donc tout d'abord principalement le service de production alimentaire. Combien est-ce qu'on va pouvoir produire ? Quelle est la qualité des aliments ? Par qualité, nous entendons notamment la pollution, qui est une problématique en ville que beaucoup peuvent se poser. Nous avons également testé le service de rétention des eaux pluviales en termes de quantité, combien on peut retenir d'eau sur les toits. C'est quelque chose d'inhérent aux toitures végétalisées. Également la qualité des eaux de ruissellement. Il y a d'autres services comme le stockage de carbone qui va avec le recyclage des résidus urbains. En réutilisant des déchets dans ces bacs, nous permettons de éviter l'enfouissement ou l'incinération de ces déchets. Donc ça participe à l'économie circulaire. Et il y a d'autres services que nous n'avons pas encore quantifiés, comme le service de support de biodiversité, l'isolation thermique du bâti par le végétal et les couches de sol sur le toit, ainsi que la régulation de l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et d'autre part, nous avons également testé dans le temps comment évoluaient les substrats dans ces bacs. Donc ça, c'est une fonction assez spéciale, enfin c'est assez particulier car ça n'a pas été beaucoup étudié. Comment ces technosols construits vont pouvoir continuer à produire et continuer à rendre ces services au fil du temps.
Donc voici les différents résidus urbains que nous avons testés. Donc c'est des filières qui se développent en ville. Donc des résidus de champignonnaires, des composts de biodéchets et de déchets verts. Également les déchets du bâtiment avec des briques et des tuiles concassées et du bois broyé qui vient d'une plateforme de compostage. Donc c'est des déchets, des résidus qu'on choisit pour leur richesse en matière organique qui vont apporter des nutriments aux plantes, également pour leur structure en pouvant participer à la granulométrie du sol. Donc voici un exemple de dispositif. Donc on fait une culture qu'on appelle en lasagne, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, où nous mettons une première couche fertile avec les composts, les résidus de champignonnières, puis ensuite des couches squelettes avec le bois ou les briques. Et voici un exemple de 3 dispositifs, sans plantes avec plantes et vers de terre. Donc nous voulons tester différentes modalités. Et au niveau de ces bacs, nous réalisons différentes mesures au niveau des plantes, au niveau des sols, également au niveau des ruissellements, des eaux de ruissellement. Et les principaux résultats que nous avons obtenus depuis 2012, c'est des niveaux de production au niveau de ces bacs qui sont équivalents à ceux de maraîchers en pleine terre, des légumes qui sont sains, qui peuvent être consommables, car nous avons mesuré la pollution en éléments traces métalliques, ETM, des technosols qui continuent à produire de manière conséquente au fil des années, donc ça veut dire que c'est des sols qu'on a construits mais qui sont stables au niveau de la production. Et enfin, un service de régulation des eaux de pluie qui est important puisqu'on retient presque 80% des eaux de pluie, ce qui désengorge les réseaux de la ville de Paris. Donc le potentiel de production en toiture est réel. D'ailleurs, une étude de l'agence parisienne d'urbanisme a montré qu'il y avait 80 hectares de toiture à Paris qui avait un fort potentiel de végétalisation. Donc c'est quelque chose qui peut être amené à se développer dans les prochaines années. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page sur le site de l'école AgroParisTech et également un contact agroparisTech4p@gmail.com. Merci. Merci à tous et merci pour la présentation donc, de vos différents projets. La première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on a là une jolie, pas tout à fait une typologie, mais en tout cas 3 cas différents, bien évidemment, donc d'exploitation et d'agriculture urbaine, en toit et en toit terrasse, en container, en souterrain. On verra dans quelle mesure vous vous retrouvez dans les expériences des autres et vous pouvez, disons, échanger sur vos techniques de production ou, dans le cas où vous commercialisez, donc sur la façon dont vous pouvez aborder le marché. Mais la première question que j'ai envie de poser, on a parlé du potentiel, disons, de surface et de productivité, mais c'est aussi la question, je dirais, tout bêtement, de l'économie. Et de la façon dont on peut envisager justement ces systèmes donc, et ces activités productives. Est-ce qu'elles s'insèrent, est-ce qu'elles ont une économie? Je pense en particulier à vous, Jean-Noël, à qui je vais donner la parole dans une seconde. Quels en sont en gros les fondamentaux? On imagine le coût du foncier, mais peut-être que vous vous en émancipez, le coût de la main-d'œuvre, bien évidemment, et puis il y a celui de la distribution. Bref, comment est-ce que s'organise finalement cette économie pour vous et pour Agricool, mettons, Joséphine? Allô, ouais, génial. Alors nous, on commence à avoir un petit peu de recul sur notre activité. On est une jeune structure, on a bientôt 1 an d'exploitation. Non, l'agriculture urbaine, c'est pas forcément beaucoup plus productif que ce qu'on fait à la campagne. Hein. Voilà, ça c'est dit. En gros, on a une liberté de design à la campagne qui est bien plus grande qu'en ville. Voilà, donc c'est pour ça que Plenty a levé 200 millions. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils allaient remplir des chambres en ville, non, c'est parce qu'ils vont faire des serres de 20 mètres de haut à la campagne, quoi, mais très très proche des villes, quoi. Là où nous, on va s'en sortir, c'est sur d'autres aspects. Donc sur la structure de coût d'une exploitation agricole traditionnelle, c'est sur d'autres aspects qu'on va réussir à gagner. La logistique, j'en ai parlé avant.
où là on va gagner énormément de temps, énormément d'argent. On voit que le prix du pétrole qui monte, ben ouais, nous on est à vélo, donc ça ne nous touche pas, tant qu'on n'est pas encore taxé. Et puis sur l'énergie, nous on est en ville, on arrive à récupérer très facilement de la chaleur, voire à pas en dépenser. Donc pour un maraîcher sous serre, l'énergie, c'est 25 à 30% de ses charges, c'est un tiers de ses charges. Nous on va être à 5%. Voilà. Donc là on va récupérer, même si on ne peut pas empiler nos bacs sur 15 mètres de haut, et ben là on récupère, on fait des économies là-dessus, sur ça, sur la logistique. Sur la main d'œuvre, donc à la campagne, la dernière grande champignonnière de champignons de blanc dans le nord de la France qui emploie 200 cueilleurs et cueilleuses, ils ont énormément de mal à recruter. C'est un métier très dur, ils ont beaucoup de mal à recruter. Nous, on n'a pas ce souci-là. Par contre, à l'inverse, nous, la main d'œuvre dans Paris, en plus en Paris intramuros, ça va être plus cher. Voilà, ça va être 15 à 20% plus cher. Donc l'équilibre, il est difficile, mais il ne se situe pas forcément au niveau de la productivité. Voilà. Peut-être Joséphine qui pourrait témoigner un peu de la façon dont on équilibre un modèle économique pour le type d'exploitation que vous avez lancé. Bah effectivement, la rentabilité, c'est évidemment notre objectif aussi, même si, de la même manière, et on sait que c'est un objectif qui est compliqué, en tout cas, il se fera pas en 2 jours. Le modèle d'Agricool et cette nouvelle manière de produire, on estime à peu près être à peu près 120 fois plus productif que ce qu'on a en agriculture traditionnelle, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est sur de l'agriculture verticale, donc du coup, on gagne en place parce qu'on a plusieurs murs du coup en vertical dans ce conteneur qui fait à peu près 33 mètres carrés au sol. On a aussi réussi à pousser plus de rendement par plan en maîtrisant extrêmement bien le climat à l'intérieur du conteneur, autant le climat, la luminosité, etc. Et ensuite, on a du coup ce système de production nous permet de produire toute l'année. Donc en fait, au lieu d'avoir un seul printemps, on en a à peu près l'équivalent de 4 à 5. Donc évidemment, on arrive à produire davantage. On estime à peu près dans un conteneur donc, qui fait, dans le 13e par exemple, ça prend la place de 3 places de parking, produire à l'année la quantité qu'on devrait à peu près produire sur un terrain de foot en agriculture traditionnelle. Merci. Je me tourne peut-être vers Jacques-Olivier, parce que sur la question justement, c'est en gros soit on a recours à des technologies, enfin à des techniques, et notamment de culture indoor comme celle que vous nous avez présentée, soit on multiplie bien évidemment les surfaces de production. On peut peut-être juste revenir là-dessus et sur le potentiel des espaces qu'on pense à la mairie et chez Pariculteurs pouvoir conquérir prochainement. Oui, alors il y a ça marche. On a changé les réglages. Il y a une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme, effectivement, qui a été publiée, je crois, en 2013 ou 2014, qui a démontré qu'il existait à Paris un potentiel de 400 hectares de toits qui pouvaient être végétisés, mais dont 80 hectares avaient un potentiel important pour être végétalisés, soit en agriculture urbaine, soit avec de la végétalisation. Donc ça, c'est le potentiel qui a été identifié à ce jour par la ville. Mais ce sont des mètres carrés de culture qui appartiennent à une diversité d'acteurs, ou est-ce que la ville a la possibilité justement de les encourager? Alors ce que la ville fait pour encourager les acteurs, c'est une partie du potentiel qui appartient à la ville de Paris, mais une grande partie qui appartient à d'autres propriétaire. Et ce que la ville de Paris a fait, c'est qu'elle a créé la charte 100 hectares, ce qui est une charte qui est signée par un certain nombre de propriétaires fonciers parisiens et dans laquelle ils s'engagent pour le développement de la végétalisation et de l'agriculture urbaine à Paris. À Paola, peut-être maintenant, pour savoir justement, tu dois avoir une vision d'autres justement métropoles, d'autres grandes villes qui s'engagent, disons, sur ce terrain de l'agriculture urbaine. Comment est-ce qu'on peut les comparer et est-ce qu'on connaît finalement les leviers qui permettent à certaines de ces villes d'aller plus loin ou plus vite en matière d'agriculture urbaine?
Oui, je pense que tout d'abord, et ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi, que la mairie de Paris a vraiment ouvert un champ et grâce aux pariculteurs notamment a montré qu'on pouvait avoir une démarche institutionnelle pour pousser le sujet. Si on regarde en France, il y a à l'heure actuelle des plans alimentaires territoriaux qui peuvent être développés pour vraiment pousser les circuits courts, l'alimentation locale. Après, voilà, l'agriculture urbaine, comme on l'a dit, elle se développe partout dans le monde. Quand vous regardez sur Internet ou dans des conférences, on entend souvent parler de Montréal, de l'Asie, de New York. C'est souvent quand même des initiatives citoyennes qui sont ensuite plus ou moins structurées. Il y a par exemple le pacte alimentaire de Milan qui a été signé par de nombreuses métropoles pour essayer de pousser ces sujets-là. Merci. On a évoqué un certain nombre donc, de techniques ou d'environnements dans lesquels on peut produire en ville. Est-ce que, et on a évoqué alors des régimes ou des ratios de productivité qui sont très très différents. C'est-à-dire que Thomas, vous évoquez donc une productivité qui est assez proche finalement des cultures de pleine terre. Joséphine, vous avez évoqué des rendements mirobolants, disons en comparaison, mais avec des techniques strictement différentes. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est ce que finalement, d'une part, la technique peut apporter à l'optimisation de ces cultures. Et puis d'autre part, si au fond ce que la différence de ces ratios suggère, c'est pas que il va y avoir une compétition entre les différents modes de culture. Voilà. Je suis désolé. Oui. Il y a eu des réglages ce matin donc, qui ont été faits et manifestement on n'est pas allé tout à fait au bout du chantier. Ça va mieux? Ouais. Donc, du coup, la question c'était sur la compétition au niveau de la productivité des différents types d'agriculture urbaine. Donc nous, sur le toit d'AgroParisTech, comme je le disais, on a montré que nous avons des chiffres comparables au maraîchage en pleine terre. C'est-à-dire, concrètement, on se base sur les chiffres de l'Institut technique d'agriculture biologique. Pour ce qui est de la tomate et de la salade, on est à 8 à 10 kilos du mètre carré. Alors les agriculteurs en milieu rural vont un peu rire parce qu'ils parlent de chiffres à l'hectare. Nous, on est au mètre carré. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup moins de surface disponible. La compétitivité du foncier est très importante en ville. Au niveau de la productivité, donc nous on est plutôt sur des systèmes en low-tech. Il est possible de produire des rendements bien plus importants, que ce soit chez Agricool ou Cycloponics. Dès qu'on produit dans des systèmes un peu plus high-tech. Et quelle était la deuxième partie de la question déjà? La question, c'est ce que précisément la technique peut apporter justement à ces rendements, comment elle peut les améliorer, le cas échéant, et en particulier en culture sur des toits. Donc nous, on n'utilise pas tant de techniques que ça, mais oui, évidemment que la technique peut apporter, comme l'a expliqué Joséphine, par exemple, chez Agricool. On n'a pas du tout parlé, alors on va peut-être revenir sur les techniques qui sont employées donc chez Agricool et chez Cycloponics en particulier, mais donc de la culture hors sol précisément. Donc je voudrais peut-être que vous reveniez un peu sur là-dessus, sur cette ambition justement de produire du bio. On a rappelé tout à l'heure qu'il était, je dirais, statutairement difficile de produire du bio hors sol, mais malgré tout j'aimerais bien qu'on en reparle. Et éventuellement évoquer d'autres aspects de la technologie, de ce que notamment la robotique par exemple peut apporter donc, à des cultures comme les vôtres, ou est-ce que c'est juste des aspects qui ne sont pas particulièrement intéressants. Ça semble marcher. On n'est pas encore arrivé à la robotique. Il y a eu déjà pas mal de chemin avant ça. Et là, ça fait après 3 ans
de recherche et développement, enfin 2 ans et demi avant même de commencer vraiment à distribuer les produits. Une des étapes vraiment importantes d'un point de vue pour le coup technologique, au-delà de on fait du vertical. Alors une des premières étapes importantes, ça a été de faire de l'aéroponie et non de l'hydroponie, qui n'était pas quelque chose qui était fait auparavant, notamment sur des produits comme la fraise, ce qui nous permet, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais qui nous permet de limiter un peu le risque de maladie, de limiter aussi la consommation d'eau, enfin pas mal de choses comme ça. Donc là, ça a été un gros effort en termes de recherche et développement. Ensuite, il y a une étape vraiment importante et cruciale à la fois dans un souci technologique et donc de rendement, mais aussi de rentabilité, qui a été le développement par Agricool de nos propres LED. Donc ça, c'est vraiment... donc pendant les premières années, on utilisait des LED disponibles sur le marché relativement classique. Il y a pas mal d'acteurs qui font de la LED. Et finalement, l'équipe donc de R&D a travaillé, a réussi à mettre en place notre système de LED Agricool, qui a permis à la fois de diviser par plus de 2 le coût de ces LED, de cette production, donc important quand on cherche évidemment une certaine rentabilité, et surtout d'arriver à avoir une LED qui a été faite sur mesure pour cette production de fraises et dans ces conditions-là, et donc du coup de pousser davantage encore les quantités qu'on peut produire. Donc ça a été vraiment, je dirais, d'un point de vue technologique. Après, effectivement, du vertical, il y en a déjà, ça existe. Enfin, il y a déjà pas mal de technologies qui pouvaient déjà exister, mais ça a été vraiment une étape importante. Ouais, sur la robotique, en fait, c'est plutôt sur les machines. Les machines, c'est ce qui a permis de passer de 10 millions d'agriculteurs en 100 ans à 300 000. Donc ça a déjà... ça marche bien, quoi. Voilà. Et les robots, ça arrive encore. Donc on va encore réduire. De toute façon, les agriculteurs, voilà, pour 8 qui s'installent, il y en a 10 qui partent. Donc voilà, dans 20 ans, il y en aura 30% de moins. Il y en aura de moins en moins, voilà. Donc la main-d'œuvre, c'est le principal souci. Le coût du travail en France dans l'agriculture, tout le monde se pose cette question-là. Voilà, ça coûte trop cher. On défiscalise les saisonniers, on fait tout ce qu'on veut. Peut-être que le problème, on essaye nous, plutôt dans le bio, de se dire c'est plutôt l'inverse, plutôt le prix des produits qui sont pas assez élevés, quoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir des salariés qui sont encore moins payés, faire appel à des saisonniers extra-européens payés au lance-pierre? Dans le bio, on a un premium. Les gens ont compris ça, ils sont prêts à payer plus cher. On n'a pas d'externalité négative, non assumée en tout cas, comme dans le conventionnel. Donc on arrive à s'en sortir. On peut payer nos gens même assez correctement. Mais il y a 100 ans, si vous disiez à un céréalier, dans 100 ans, avec 150 hectares, à toi tout seul, tu gagneras que 1500 balles. Personne, ils auraient rigolé, quoi. Ils disaient c'est pas possible, mais le monde, comment il a évolué, quoi. Donc il y a un gros problème de rémunération dans le milieu agricole, la structure des coûts et la juste rémunération. Aujourd'hui, on y est encore très loin. Dans le bio, on commence à s'en rapprocher. Et la technique et la robotique, il faut savoir où les placer pour pas taper dans le potentiel humain, quoi. C'est ça un peu compliqué, quoi. On voit qu'en ville, aussi bien que je dirais, à la campagne, on a des modèles concurrents et des visions de ce qu'apporte l'agriculture au fond à l'environnement qui sont bien distincts. Peut-être pour parler cette fois de l'intégration de l'activité agricole finalement dans le tissu urbain. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Noël, c'est pas un environnement comme les autres. On n'est pas maître du paysage et on doit s'adapter finalement à des contraintes qui peuvent être très fortes. Des contraintes d'ordre logistique, des contraintes d'accès, des contraintes, que sais-je, d'apport des différents intrants dont vous pouvez avoir besoin, etc., etc. Quelles sont les principales contraintes dont vous devez vous accommoder aujourd'hui? Quelles sont celles qui vous posent problème ou au contraire qui peuvent être tournées, je dirais, avec des caractéristiques spécifiques à l'environnement urbain qui peuvent vous aider. La question s'adresse également à Jacques Olivier, puisque vous avez l'habitude de passer en revue des espaces qui sont proposés justement aux agriculteurs urbains. Quelles sont, encore une fois, les contraintes spécifiques ou les bénéfices que vous pouvez y trouver?
Oui, donc lorsque nous lançons, juste avant de lancer des appels à projets pariculteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie un certain nombre de sites. Il faut savoir qu'un appel à projet pariculteur, c'est en général une trentaine de sites pariculteurs, mais pour arriver à 30 sites intéressants, on en analyse à peu près une centaine. Et qu'est-ce qu'on analyse? Après, tout dépend de l'emplacement. Si c'est un site au sol, c'est pas la majorité, mais ça arrive. La première question qui se pose, c'est quelle est la qualité du sol? Est-ce que le sol est pollué ou pas? Et ça va déterminer ensuite qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut produire et quelle activité on peut pratiquer à cet endroit-là. Pour les sites en toiture-terrasse, qui est la majorité des sites, les questions qui se posent, c'est la portance. Parce que selon la portance, vous allez pouvoir ou pas accueillir du public ou installer tel ou tel type de solution avec terre ou sans terre. Il y a la question de la sécurisation, les garde-corps, les accès aussi. Est-ce qu'il y a un monte charge? Est-ce qu'il y a un escalier? Est-ce qu'il faut créer les accès, l'accès aux fluides, l'eau, l'électricité, etc. Les effectifs, la situation du bâtiment, est-ce que c'est un établissement recevant du public ou pas? Parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est un immeuble de grande hauteur ou pas? La hauteur du bâtiment a une influence sur est-ce que ça va être facile de développer ou pas un projet d'agriculture urbaine sur ce site. Est-ce que l'effectif du bâtiment est déjà complet? C'est-à-dire qu'est-ce que les unités de passage, les sorties, est-ce qu'on peut rajouter du monde dans le bâtiment ou est-ce qu'on est déjà au top et est-ce que finalement on ne peut pas rajouter un étage, puisque c'est souvent ça qui se passe, c'est comme si on rajoutait un étage au bâtiment, enfin pour caricaturer, c'est un petit peu ça. Donc il y a toutes ces questions relatives au bâtiment, à la structure du bâtiment, à son aménagement et à la réglementation incendie, aussi aux réglementations d'urbanisme, puisque les bâtiments, il y a des règles de gabarit, il y a des servitudes d'utilité publique ou privée, il y a tout un tas de sujets sur le bâtiment lui-même et sur l'urbanisme en général qu'il faut examiner avant de choisir un site. Merci. Paola, vous avez évoqué donc un certain nombre des apports finalement de l'agriculture urbaine à la ville en matière de développement d'une alimentation locale, en matière de santé, de bien-être, d'aménagement urbain, d'environnement, de la part sociale aussi dont on reparlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que finalement la ville, elle, apporte aux agriculteurs urbains et quels sont précisément les avantages qu'on peut trouver à cultiver dans tel ou tel environnement? Oui, je me permets juste de rebondir sur ce que Jacques Olivier a dit par rapport aux toitures terrasses. Dans le cadre de la chaire éco-conception, c'est aussi poser cette question sur les contraintes à cultiver donc, en toiture terrasse et un guide à destination des constructeurs et des aménageurs répondant à toutes ces problématiques va sortir en 2019. Donc pour revenir à votre question, du coup je me suis perdue, pardon. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé en introduction de ce que l'agriculture urbaine apporte à la ville, et la question c'est plutôt ce que la ville apporte à l'agriculture. Du coup, ce que la ville apporte à l'agriculture urbaine, on l'a vu très bien avec Jean-Noël notamment, c'est bien sûr un marché. Il faut se rappeler que, en fait, il y a 100 ans, il y avait pas vraiment de déchets. Et le fumier de Paris, en fait, était donné aux agriculteurs pour s'en servir comme engrais dans leurs champs. Donc derrière l'agriculture urbaine, je suis persuadée qu'elle a toute sa place à prendre, en fait, dans ce qu'on appelle le métabolisme urbain dans le jargon scientifique, c'est-à-dire comment je fais en sorte que ma ville, qui à l'heure actuelle crée beaucoup de déchets, des déchets physiques, des déchets du bâtiment et autres, va pouvoir se refermer des boucles vertueuses sur elle-même. Et donc c'est le cas par exemple, on en a parlé avec le chauffage, récupérer toute cette chaleur fatale qu'on perd en ville à l'heure actuelle, récupérer cette air vicié en CO2, mais ça va être aussi comment plutôt que d'importer de la terre souvent de qualité agricole de l'autre bout de la France, je vais recréer du sol à partir de déchets. C'est bien ce dont nous a parlé Thomas. Merci, et je vais me retourner à nouveau vers Thomas qui a évoqué un certain nombre justement de ce que un certain nombre des produits que la ville génère et qui peuvent
parfois contre toute attente, justement, servir de support au développement de l'agriculture urbaine. C'est la question de comment est-ce que cette agriculture peut s'insérer dans le cercle de l'économie circulaire qu'on recherche en ville en particulier. Ouais. Donc c'est vrai que, comme le disait Paola, donc c'est la notion de métabolisme urbain. Donc nous, sur les toits d'AgroParisTech, on a voulu tester différents, ce qu'on appelait déchets, mais que du coup on veut transformer en produits, donc à la fois des déchets alimentaires, des déchets verts, des espaces verts de la ville de Paris, des déchets verts qui vont être également produits par les structures d'agriculture urbaine, les déchets du bâtiment. Donc tout ça, ça va pouvoir être réutilisé. Bien sûr, il faut bien contrôler que ces déchets sont souhaitables pour les sols. Si, par exemple, les déchets du bâtiment, il y a des déchets dangereux, non dangereux, il faut faire le tri avant de les sélectionner. On sait faire ce tri aujourd'hui ? Les filières sont en cours de développement. Ensuite, pour ce qui est les déchets alimentaires, déchets verts, les filières se développent également. Aujourd'hui, la plupart des déchets alimentaires que vous produisez chez vous sont envoyés en incinération ou en compostage, mais la loi évolue. D'ici 2025, les biodéchets chez les particuliers seront valorisés. Il y a donc des filières qui se mettent en place à la fois de méthanisation et de compostage. Et le compostage de ces déchets peut être utilisé pour l'agriculture urbaine. Après, il faut être réaliste. Si on composte tous les déchets des Parisiens, donc qui sont au nombre de 2 millions, c'est pas l'agriculture urbaine seule qui va pouvoir, avec ses 80 hectares de toiture, etc., tout absorber. Donc, l'agriculture urbaine peut participer en partie à cette boucle d'économie circulaire. Donc il y a une logique d'écosystème pour la production des matières ou matériaux utiles donc, à développer l'économie circulaire. Ce qui m'a frappé en écoutant Jean-Noël, c'est qu'il y a aussi une logique d'écosystème et de complémentarité avec ceux de vos partenaires auxquels vous allez pouvoir proposer un certain nombre d'outils, voire d'espaces pour tester. J'imagine, et c'est également la question, donc, pourquoi pas, de mise en commun de cuisine pour transformer. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus et qu'on se demande pourquoi pas ce que la ville pourrait faire justement, ou que d'autres acteurs d'ailleurs pourraient faire pour créer ce qu'on pourrait appeler finalement des espèces de coopératives d'agriculture urbaine, quoi. Et est-ce qu'il existe, disons, des ferments de ce genre d'approche aujourd'hui ? Nous, on est en train d'y réfléchir avec plusieurs autres structures qu'on héberge à créer un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. Ouais. Absolument. Ouais. Donc on a des outils, on bénéficie déjà, la ville nous apporte déjà une super structure, des parkings souterrains gigantesques, il y a 600 hectares de parkings souterrains à Paris. Donc la ville nous apporte ces super structures, nous on essaye de la revaloriser. On permet à d'autres petits acteurs de venir avec nous. On a des outils, comme j'ai dit avant, qu'on peut mettre facilement en commun. En termes de réseau de distribution également, clairement, on va essayer de rajouter un maximum de lignes, avoir une profondeur de gamme suffisante pour intéresser un maximum de clients, c'est-à-dire vendre pas que des champignons, mais les micro-pousses du voisin aussi, ou des aromatiques, ou demain des fraises, et pouvoir mutualiser un maximum de services pour être le plus efficace économiquement. Ouais. En termes logistiques, en termes de gestion de l'énergie, sur tous ces aspects-là. Et la transformation, c'est l'étape d'après. Donc bien sûr. Ouais. Joséphine, c'est pareil. Est-ce que vous avez des partenaires, j'allais dire, non pas industriels, mais enfin des partenaires agricoles avec lesquels vous pouvez composer On serait ravis justement de pouvoir aller plus loin dans ce genre de discussion. C'est effectivement un gros sujet, la distribution, puisque on sait à quel point les marges classiques, je dirais, de distributeurs sont compliquées. Et donc, on essaye, nous, au maximum. Alors, on en est au tout début de la distribution, donc on fait aussi des tests, mais à quel point c'est compliqué et surtout, ça coûte cher dans le modèle de devoir distribuer dans des circuits classiques. Donc, on va essayer de pousser au maximum tout ce qui est circuit court. On fait déjà pas mal, et ça depuis le début,
de vente, nous, directe aux conteneurs, à la fois dans un objectif de montrer aussi cette production et de faire venir les gens et de pouvoir expliquer un peu ce qu'on fait. C'est des choses qu'on fait régulièrement via les portes ouvertes, mais c'est aussi un moment justement de pouvoir faire des ventes directement, donc sans intermédiaire. Mais effectivement, on serait ravis d'avancer avec un certain nombre d'acteurs justement qui font de l'agriculture urbaine comme ça sur des... D'ailleurs, le producteur local, c'est des magasins de producteurs qui ont ouvert à Rouen. Et on va ouvrir le premier magasin de producteurs coopératif en skik à Paris dans le 20e. Voilà. Et avec 37 autres producteurs, dont nous à la Caverne, et potentiellement d'autres agriculteurs urbains, quoi. Donc ce modèle de mutualisation qui permet une juste rémunération des producteurs, il est en train d'arriver à Paris et ça va être une des premières, un vrai magasin qui appartient aux producteurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore à Paris, quoi. Peut-être pour juste rebondir et terminer un peu ce premier jeu de questions-réponses et avant de donner la parole à la salle, une question qui prolonge un peu celle-ci, c'est-à-dire que dans cet écosystème, il y a aussi les riverains, les Parisiens en l'occurrence, ou en tout cas les gens qui vivent à proximité donc, de ces exploitations, appelons-les comme ça. Quel vous semble être votre rôle, leur rôle déjà, et outre celui bien évidemment de consommateurs de vos produits, et comment est-ce que vous les interpellez, comment est-ce que vous les sollicitez? Je vais entendre Jean-Noël, Joséphine bien sûr, et puis Jacques-Olivier également, puisque ça doit faire partie de l'intention de la ville que de développer ces relations. Alors nous c'est clairement un des deals à l'origine du projet, hein. On travaille dans un quartier un peu sensible, à Porte de la Chapelle, le quartier de l'Évangile, où la moitié de la population a moins de 25 ans, discriminée économiquement, socialement. C'est un quartier de HLM avec pas beaucoup d'activités économiques. Aujourd'hui, on s'est fait intégrer en faisant pas mal de pédagogie, en distribuant nos invendus. Aujourd'hui, on n'a plus d'invendus, hein. On donne tout, soit aux voisins, soit au Resto du Cœur, à la soupe populaire, à l'Armée du Salut. Donc ça, ils sont contents d'avoir des super produits en bas de chez eux qu'on va leur donner toutes les 2 semaines, par exemple. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais à d'autres bâtiments dans le quartier. On essaie d'employer un maximum des locaux. Dans ces quartiers un peu sensibles, avoir une activité qui nécessite pas mal de main-d'œuvre, qui va générer des flux, surtout quand on héberge d'autres structures. On va créer dans un parking comme ça 30 personnes qui vont se mettre à bosser, des logisticiens, tout ça. On sécurise aussi un peu l'endroit, quoi, clairement, hein, dans ce genre de quartier. Donc au niveau social, c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà. Oui, donc sur la mobilisation des Parisiens sur le sujet de l'agriculture urbaine, ce que je peux vous dire sur comment j'ai vécu un peu ça depuis 2012, hein, c'est un peu la date où j'ai commencé à travailler sur le sujet à Paris. Par exemple, en 2013, j'avais lancé un appel à projet, enfin la ville de Paris, avait lancé un appel à projet sur la végétalisation innovante, sur l'innovation dans la végétalisation, et nous nous sommes rendus compte que la moitié des projets lauréats, c'était des projets d'agriculture urbaine, alors que c'était pas du tout fléché de cette manière-là au départ. Par exemple, ensuite, un peu plus tard, en 2015, la ville de Paris avait organisé un cycle de conférences sur l'agriculture urbaine. Et je me souviens bien, on avait prévu des salles de 100, 150 personnes, un peu comme aujourd'hui. Et on avait plutôt entre 800 et 900 inscrits à chaque fois. Donc on s'est rendu compte que là, à ce moment-là, donc on a dû prévoir des salles plus importantes et à chaque fois accueillir toujours plus de monde. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement un engouement pour le sujet et beaucoup de personnes intéressées. On peut par exemple aussi voir cela à travers le nombre de jardins partagés qui ne cesse de croître depuis 2005, où il y avait pas grand-chose, et aujourd'hui il y a plus de 100 ou 120 jardins partagés à Paris. C'est des jardins où les personnes, je pense que tout le monde connaît à peu près le principe, où les personnes se regroupent pour partager cette activité de jardinage ensemble. Et puis un dernier exemple, le budget participatif. Donc je rappelle qu'une partie du budget d'investissement de la ville de Paris, je crois que c'est de l'ordre de 5% du budget, qui est voté par les Parisiens.
au travers d'idées qui sont émises par les Parisiens. Et on s'est rendu compte qu'environ, je crois que c'est 6% des idées, enfin du total des idées des Parisiens sur tout sujet confondu, hein, mais pas uniquement des sujets environnementaux, mais tout compris, je sais pas, et ben 6% des idées, c'était des idées pour le développement de l'agriculture urbaine, ce qui, pour moi, c'est quand même énorme. Merci. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent compléter encore donc, sur ce lien avec les populations, mais sinon je propose de passer la parole simplement à la salle, qui a certainement, j'en suis sûr, des questions à vous poser. Et voilà. Je vous écoute. J'avais en fait une remarque complémentaire sur la caverne et une question pour Monsieur Bled de la mairie de Paris. La remarque complémentaire sur la caverne, ça n'a pas été franchement dit pendant la présentation, ça a été rappelé rapidement après, mais la caverne, ce n'est pas uniquement du souterrain, c'est un ancien parking. Vous l'avez dit après, mais pas pendant la présentation. Et je pense que c'est important de le souligner parce que... Pardon ? Il faut que je le rapproche. C'est important de le rappeler parce qu'en fait, ça en fait un excellent exemple de résilience urbaine. À l'heure de l'aléa qui va voir le nombre de véhicules dans les centres-villes diminuer de plus en plus, la question se pose de savoir ce qu'on va faire des parkings souterrains. Et au-delà des concepts un peu compliqués qui tournent autour de la résilience urbaine, je tenais à préciser que là, on a un véritable exemple de résilience urbaine. C'est important de le signaler. En plus, moi j'ai eu le plaisir de visiter vos locaux. C'est très impressionnant, quantitativement. Donc je ne sais pas si vous acceptez toujours les visites, mais j'encourage toutes les personnes ici présentes à s'inscrire sur la liste. Et puis c'est quantitativement, en termes de volume, très impressionnant. Et en plus, vous repartez avec des champignons, donc c'est super. Bon. Voilà ce que je me permettais de rajouter. Pour Monsieur Bled, vous allez me rassurer, mais j'ai eu peur de comprendre que pour la mairie de Paris, la meilleure façon de prendre en compte l'équation du foncier était de limiter le développement de l'agriculture urbaine aux toits de Paris. Alors les toits de Paris, c'est bien, tout le monde est content, mais ça ne va pas suffire à un moment. À un moment, quand vous allez discuter de plans d'urbanisme et que des citoyens vont vous proposer une extension des jardins dans lesquels ils cultivent, mais sur des dimensions plus importantes, le promoteur immobilier du coin, il ne sera toujours pas content. Donc il va falloir que vous fassiez preuve d'initiative, de créativité pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas vraiment ressorti dans... Comment est-ce qu'on compose avec justement l'impératif économique et les exigences, mettons, ou les objectifs des promoteurs qui interviennent comme autant d'acteurs aussi de la ville? Oui, non, alors le choix de développer l'agriculture urbaine en priorité sur les toitures terrasses, c'est puisqu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une réserve foncière inoccupée et libre et facile d'accès. Donc c'est un peu le choix qui a été fait, d'occuper ces surfaces-là rapidement, de les végétaliser et de le faire finalement assez facilement. Mais voilà, c'est un choix de valorisation d'un espace qui était inoccupé. Donc c'est pas, ça n'empêche pas que le développement de projets, ça ne n'empêche pas d'envisager le développement de projets d'agriculture urbaine au sol. Et d'ailleurs, là-dessus, nous sommes en train de préparer une 3e édition des pariculteurs qui fera la part belle aux surfaces au sol. Et ce qu'on peut dire aussi, peut-être en complément de ce que vous avez dit sur la caverne, c'est que c'est pas que de la résilience. Pour moi, c'est un exemple d'économie circulaire, puisqu'on a un espace qui était parking, qui avait une valeur économique donnée,
et qui est devenu un produit résiduel urbain. Voilà, c'est une façon un peu polie de dire un déchet urbain finalement, hein, ce parking d'ailleurs. Je pense qu'on peut même le dire au sens propre, puisqu'on l'a visité ensemble avant que vous y installez, et c'était véritablement un dépôt d'ordures. Et aujourd'hui, c'est devenu un espace qui a retrouvé une valeur économique. Donc pour moi, c'est une définition d'économie circulaire, bon, à une échelle plus longue, mais appliquée à un espace urbain. On parle volontiers de réversibilité pour ces espaces-là. Peut-être une autre question. J'ai vu, voilà. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend. Si. Bon. Merci déjà pour vos différentes interventions. Moi, je me posais une question qui peut peut-être paraître toute simple. Je voudrais savoir en fait comment se positionnent les grands groupes alimentaires vis-à-vis de l'agriculture urbaine. Savoir s'il y avait une tentative de s'accaparer entre guillemets ces nouvelles formes de production, ou si au contraire l'agriculture urbaine est vraiment une tendance forte dans les schémas de gouvernance alimentaire actuellement, et s'il y avait une sorte de lutte qui commençait à s'installer entre la production locale, donc pour la création de l'économie et des circuits courts, et les grands schémas de distribution classiques. Merci. Je ne sais pas qui se sent de se lancer en réponse. Peut-être Paola, non? Ou pas, je ne veux faire ces personnes. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà envisagé justement qu'il puisse y avoir des partenariats simplement avec des distributeurs? Alors la grande distribution, je ne sais pas, parce qu'il y a un problème d'échelle, je pense, mais est-ce que vous avez des contacts et est-ce qu'ils manifestent finalement de l'intérêt à porter et distribuer vos produits? Ouais, la grande distribution en particulier. Alors la grande distribution, elle est en panique aujourd'hui, hein. Elle voit ses volumes diminuer, stagner, ils sont au haut de la courbe, voilà. Donc nous appellent, bonjour, on a 600 sites avec 200 hectares sur chaque site, on ne sait pas quoi en faire, qu'est-ce qu'on va faire, machin. On leur dit, ben, écoutez, hein, tant pis. Donc ils cherchent à se repositionner sur l'agriculture urbaine, ils y font des partenariats, ils essayent, hein, avec la boîte à champignons, Monoprix par exemple, ils essayent de faire quelque chose, se montrer. Dans les champignons, à New York, ça se développe, ça commence à se répandre, des petites zones d'incubation, de production de champignons. Nous après, on est en bio et on a juste des partenariats avec les distributeurs, quoi. On est référencé à la Vie Claire, on distribue à toutes les biocoop de la région parisienne. On est membre de la coopérative Bio d'Île-de-France. Et les distributeurs, ils n'ont pas de traditionnel. Je pense qu'ils savent pas trop quoi faire. Ils essaient de développer leur propre solution, hein, en propriétaire. Hein. C'est aujourd'hui la grosse tendance. Hein, c'est-à-dire Auchan, ils vont essayer de faire du greenwashing, de l'agri-washing. Hein, ça, c'est les dernières tendances. Ouais. Mais ils vont le faire en interne. Ils vont pas demander à d'autres de le faire. Ou parfois, ils vont demander à des BE de les aider. Mais ils vont essayer de valoriser pour rendre attractif leur centre de distribution, hein, leur hypermarché. Ils vont faire planter des trucs autour en disant que voilà, tous leurs produits viennent de leurs 50 mètres carrés de potager, quoi. Et ça va peut-être un peu marcher, hein, on verra. Jacques-Olivier, pardon, vous alliez peut-être rebondir, parce qu'il y a un certain nombre de vos partenaires qui sont des entreprises, bien évidemment. Est-ce que parmi ces entreprises, il y a des entreprises du secteur de l'alimentaire, justement, qui s'intéressent? Oui, ben on a par exemple, la ville de Paris a lancé un appel à projet pour l'aménagement de la toiture terrasse d'une halle de fret qui fait, dans la surface, représente plus de 7000 mètres carrés. Donc c'est un appel à projet qui a été lancé en 2017. Le site... Oui, je vais parler plus fort. Donc le site s'appelle Chapelle Internationale. Il se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Et donc il y a une équipe lauréate qui a été nommée. Il s'agit de l'entreprise Cultivate. Et alors j'ai un trou. Je sais qu'il y a un partenaire de la grande distribution. C'est Franprix, voilà. Franprix qui
qui fait partie finalement de l'équipe, qui va les aider à développer ce projet, à financer une partie du projet. Et eux-mêmes vont écouler une partie de la production chez Franprix. Voilà. On a un autre exemple d'un pariculteur saison 2 qui produit du safran sur le toit d'un Monoprix dans le 13e arrondissement et qui va vendre des produits dérivés fabriqués à partir du safran produit sur la toiture terrasse à l'intérieur du Monoprix qui se trouve juste au-dessous. Donc effectivement, on a ce genre de partenaire, en tout cas dans les pariculteurs et dans le chapitre international. Merci. Une question de alors, Madame d'abord au centre. Attendez, je vais aller jusqu'à vous. Oui, mais alors pour les quelques personnes qui voudront revoir la vidéo. Ok, merci. Donc moi je trouve très intéressantes ces nouvelles formes de culture. Par contre, on s'éloigne quand même assez du modèle traditionnel de la terre nourricière. Donc moi, je voulais savoir si ces nouvelles formes rencontraient plutôt l'adhésion ou plutôt de la méfiance de la part des consommateurs. Et par exemple, moi, j'étais assez intriguée par Agricool, le modèle de culture des fraises, dont vous parlez de nutriments. Est-ce que vous communiquez sur le type de nutriments? Est-ce que, par exemple, monsieur Gertz parlait de la culture des champignons et puis des endives en bio? Est-ce que Agricool est sur un modèle bio également? Parce que je pense qu'au-delà des nouvelles structures de culture, il y a également le souci du mieux manger. Est-ce que les nouvelles cultures respectent cette ambition-là? Merci pour votre question. Évidemment, l'objectif du mieux manger, c'est un des objectifs d'Agricool. Comme je vous disais, la mission, c'est vraiment d'essayer de produire des fruits et légumes qui ont du goût, mais également qui sont meilleurs pour la santé, pas juste par rapport à l'impact environnemental. Nous, on n'a pas, comme je crois que sur les toits de ParisTech, pareil, en fait, tout ce qui est hors sol n'a pas aujourd'hui la possibilité d'avoir le label bio, parce que c'est du hors sol, et le label bio aujourd'hui n'intègre pas la culture hors sol, donc tout ce qui est en hydroponie et aéropénie ne peut pas avoir le label bio. En revanche, on est sur une culture qui est extrêmement protégée, donc dans ce conteneur, qui n'est pas traité. On a quasi peu de pas de transport en fait. On les cultive à maturité le matin et elles sont livrées ensuite dans les différents points de vente le jour même. Donc c'est des produits qui sont pas traités, donc qui ont presque, je dirais, tout du bio sauf le nom, parce que on est sur une culture hors sol. Après, on a fait pas mal d'analyses sur le produit, sur la fraise, vraiment sur ce qui contient, sa valeur nutritionnelle, pour justement pouvoir vraiment comparer. Est-ce que quand on produit comme ça en intérieur avec de la lumière artificielle et avec quelque part ce climat qu'on recrée, est-ce qu'on arrive à avoir la même qualité nutritive que des fruits et légumes qui sont produits de manière plus traditionnelle? Et en moyenne, on a soit des choses assez équivalentes avec, comme je disais tout à l'heure, des taux de sucre qui sont en moyenne à près à 20 à 30% supérieurs, et pas mal de nutriments qui sont en moyenne supérieure, notamment liés au fait que les fruits arrivent à maturité. Ils sont pas accueillis 2, 3, 4 jours avant, ils arrivent vraiment à maturité et directement ensuite dans le point de vente. Donc ils ont vraiment le temps d'aller développer toutes leurs vitamines, en l'occurrence pas mal de vitamine C concernant la fraise. Donc ils gardent vraiment toutes leurs valeurs nutritionnelles. Et après sur la partie que vous mentionnez sur les nutriments, donc en fait nous on sert de l'eau comme la terre peut permettre justement d'être un vecteur pour apporter tous les nutriments à la plante. On va juste utiliser des nutriments qu'on rajoute nous de manière manuelle dans l'eau pour apporter ces nutriments à la plante. On communique pas particulièrement dessus parce que c'est un peu, c'est la même, entre guillemets, c'est la même chose que ce qu'on trouverait naturellement dans la terre. Mais évidemment, tout dépend de quand vous êtes sur un terrain ou un autre, la terre apporte pas les mêmes nutriments. C'est une sorte de recette qu'on a réussi à reproduire. Donc, on communique pas dessus, mais c'est des nutriments qui sont comme ceux que vous pourrez trouver dans la terre, comme du fer, du zinc, etc. Okay. Monsieur, vous vouliez... Je me suis fait souffler exactement la question. D'accord. Donc une question également. Moi, il y a une autre question quand même qui me vient.
on a parlé beaucoup donc, de l'environnement urbain, mais il vient aussi avec des contraintes. Sur les terrasses, alors c'est peut-être une question de béotien, mais enfin sur les terrasses, on parlait hier beaucoup de pluies acides. Sur les sols, on a énormément parlé bien évidemment de métaux lourds et la façon dont ils peuvent capter, en particulier en ville, des résidus de pollution. Est-ce que c'est un élément qu'il faut prendre en considération? Peut-être Thomas ou Paola pourrait réagir là-dessus. Oui, évidemment, la pollution avec le foncier, c'est une des deux grosses contraintes de la ville. Donc, comme l'expliquait Monsieur Bled, pour la sélection des sites des pariculteurs, il y a une analyse des sols, etc., qui est réalisée. Il faut étudier l'historique du site. Par exemple, s'il y avait un ancien garage sur un site, on ne va pas pouvoir planter en plein sol. Il va donc falloir s'affranchir de cette contrainte en passant hors sol. Nous, pour ce qui est des toitures terrasses, nous sommes au AgroParisTech au équivalent du 7e étage. Dans le 5e arrondissement, une rue qui est peu passante. Et donc les taux de pollution sont particulièrement bas parce que la pollution des voitures, avec une circulation qui n'est pas si importante, ne va pas monter jusqu'au 7e étage. Après, si on s'installe à côté d'une route, d'un périphérique, évidemment, il va y avoir des taux qui vont être différents. Donc il faut vraiment veiller en amont d'installer un site d'agriculture urbaine à ces questions de pollution. Voilà. Oui, donc les impacts sanitaires, c'est pas uniquement la qualité des sols et la qualité de l'air, hein, ça peut être aussi les intrants. Donc voilà, si vous quand vous utilisez de l'eau, si c'est de l'eau potable, pas potable, de l'eau de pluie, comment vous la stockez, combien de temps, est-ce que vous la contrôlez? Le compost, pareil, hein, un compost, si vous faites votre compost avec des produits, enfin avec du compost ménager de particuliers, ce ne sera pas la même chose que si vous faites votre compost avec des invendus de marché, parce que c'est pas la même qualité, enfin vous n'allez pas forcément maîtriser les choses de la même manière. Donc tout ça, c'est voilà, la maîtrise sanitaire, de la qualité sanitaire des produits. On est vraiment, enfin c'est un vrai sujet. La ville de Paris a réalisé un guide avec un certain nombre de fiches thématiques à destination des porteurs de projets d'agriculture urbaine, et sur le site Pariculteur, vous pourrez retrouver des fiches qui expliquent tout ça, à la fois sur les sujets sur le bâtiment, l'urbanisme que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour tout ce qui est maîtrise des impacts sanitaires et environnementaux des projets. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci pour vos présentations. J'avais une question un peu plus spécifique pour Madame Joséphine Chicaldi à propos du fonctionnement des conteneurs. Je voulais savoir quel était le coût énergétique des conteneurs, que ce soit la production électrique, le stockement, Alors, on n'a pas encore réalisé officiellement notre bilan carbone, donc c'est quelque chose sur lequel on va clairement travailler l'année qui arrive pour justement un souci de transparence et le communiquer. En revanche, pour prendre un peu certaines questions, principalement sur l'énergie. Donc la première chose, c'est que nous, on fabrique donc nos fraises dans des conteneurs qui sont des anciens conteneurs maritimes qu'on recycle, donc à qui on donne une seconde vie, qui sont des conteneurs maritimes qui étaient frigorifiques et donc qui nous permettent un isolement qui existe déjà. En fait, on ne va pas s'amuser nous à aller le recréer. On utilise
déjà ce qu'il y avait dans le conteneur. Alors, évidemment, on recrée et on ajoute un certain nombre de pièces et toute la technologie qu'on ajoute dedans. Mais en tout cas, ça nous permet déjà d'éviter d'aller reproduire, recréer des choses, alors qu'on a plein de conteneurs qui en fait allaient partir en déchets et à qui on donne une seconde vie. La partie frigorifique, elle permet justement cet isolement et plus de contrôle encore du climat. C'est évidemment d'autant plus important quand on va s'implanter dans des pays comme Dubaï, où on a fait pousser du coup des fraises sous presque 50 degrés. Là, la question de la protection et de cette maîtrise du climat, elle est encore plus importante. Après, évidemment, on utilise de l'électricité puisqu'on a nos LED. C'est aussi pour ça qu'on a développé nos propres LED, parce que ça nous a permis de réduire de plus de moitié la consommation électrique en changeant juste et en développant et en apportant en fait nos propres LED. Donc ça a été une étape importante. Ensuite, on utilise des énergies renouvelables uniquement, nous, pour ensuite l'électricité de ces conteneurs. Et sur un point d'énergie important qui est l'eau, puisque c'est quand même aujourd'hui aussi un des sujets d'énergie considérable et qui sera encore plus une problématique, qui est déjà une problématique aujourd'hui, mais qui sera encore plus une problématique demain. En moyenne, on économise à peu près 90% d'eau par rapport à produire la même chose en agriculture traditionnelle, tout simplement parce qu'on est dans un circuit qui est fermé. Donc on va apporter, ce que j'expliquais, brumiser en fait les colonnes avec les différents plants, et ensuite on réutilise l'eau et on garde cette eau en circuit fermé. Donc on utilise à peu près 15 mètres cubes d'eau par an pour un conteneur. Oui, bonsoir. Puisque nous sommes dans le temps de la construction, existe-t-il des normes, peut-être parisiennes ou autres, puisque les Hollandais le font, pour récupérer les eaux noires, faire le tri des eaux noires, puisque au niveau du phosphate, il me semble que nous sommes sur entre 20 et 30 ans de capacité. Donc existe-t-il une possibilité de récupérer sur les eaux noires du phosphate, comme le font les Hollandais et d'autres pays ? Oui, Thomas, je pense que c'est le bon interlocuteur. Alors à AgroParisTech, on va lancer à partir du printemps prochain des expérimentations pour recycler l'urine. Donc c'est pas des eaux noires, c'est les eaux grises. Donc en effet, c'est un fertilisant qui a une certaine richesse en azote, phosphate, potassium. Au niveau du bâti, aujourd'hui, on est depuis Eugène Poubelle dans le système de tout à l'égout. Donc c'est aux bâtisseurs, aux constructeurs et aménageurs à réfléchir leur système pour utiliser un réseau séparatif. C'est par exemple ce qui est fait à l'école des ponts et chaussées, où l'urine dans les urinoirs est récupérée. Après, il y a aussi un travail de recherche à faire sur les résidus médicamenteux qui pourraient se retrouver dans ces eaux. Il faut déjà savoir que les premiers résultats montrent que c'est assez faible, car ça va plutôt se retrouver dans... Bon, c'est pas très sexiste dont on parle, mais plutôt dans le caca que dans le pipi. Donc c'est un travail de recherche qui doit se développer, parce que en effet, les mines de phosphate d'Amérique du Sud ou du Maroc s'appauvrissent. C'est des ressources fossiles, alors qu'on a des ressources locales qu'on peut réutiliser en économie circulaire. Merci. Désolé. En plus, c'est une question un petit peu pour ouvrir sur l'avenir, mais il y a des gens qui évoquent le fait de se débarrasser du périphérique pour le remplacer par des systèmes d'agriculture urbaine, etc. Du coup, c'est plus pour Jacques-Olivier Bled. Est-ce que c'est des choses qui sont discutées à la mairie de Paris? Est-ce que c'est des projets qui sont éventuellement envisagés, ou est-ce que c'est complètement utopique? Écoutez, pas à mon niveau en tout cas à ce stade, hein, j'en ai pas entendu parler maintenant. Oui, il a déjà été évoqué, il y a déjà eu des projets comme ça, mais pour l'instant en tout cas, j'ai pas entendu dire qu'on allait supprimer le boulevard périphérique pour y développer l'agriculture urbaine, en tout cas pas dans un avenir proche. Voilà, j'ai pas d'informations à ce sujet. Merci. Ouais, donc
Moi, c'est une question un petit peu croisée. Donc, en gros, Jean-Noël, tu as évoqué le fait que les gens qui travaillaient dans l'agriculture étaient sous-payés. Qu'en fait, comment dire, ça participait au fait qu'on s'attende à payer des produits très peu chers sur le marché et que ça, on va dire, jouait un peu le jeu de l'agroalimentaire qui réduit les coûts, qui casse les coûts et donc qui importe des légumes d'ailleurs, quoi. Donc le bilan carbone au total, bon, en gros, en moyenne, c'est 2500 km pour un fruit et légumes qu'on mange à Paris. Donc ma question est plus pour Monsieur Bled, qui est, est-ce que la ville de Paris a des moyens politiques, économiques, d'encourager les citoyens à consommer mieux, tout simplement, ou est-ce qu'elle a du pouvoir sur les distributeurs pour, on va dire, être un exemple, au moins au niveau français, sur ce côté-là, quoi. Je vais juste dire que oui, la mairie Paris nous achète nos produits, c'est déjà ça. On distribue à l'Assemblée nationale, par exemple. Voilà, il y a des actions un peu en faveur de l'achat local, quoi. Voilà. Oui, alors moi je sais que la ville de Paris développe un certain nombre d'actions en faveur du bien manger. Voilà, elle développe aussi le bio dans les cantines parisiennes, les produits de saison, de proximité. Labellisés et bio dans les cantines. Je crois que l'objectif c'est d'atteindre 50% de ce type de produits dans les cantines parisiennes. Voilà, moi voilà, c'est à peu près l'information que j'ai. Il faut voir que moi je suis plutôt côté végétalisation que côté système alimentaire urbain. Il y a vraiment des services qui travaillent sur ce sujet, qui sont spécialisés là-dedans, et moi ça n'est pas mon cas. Merci. On va peut-être prendre une toute dernière question pour se donner un petit peu de temps de pouvoir poursuivre ces échanges autour d'un verre. Alors, c'est bon, on m'entend. J'avais une question sur les traitements en ville, les traitements phytosanitaires. Est-ce que réglementairement on peut traiter ? Est-ce que la pression des ravageurs et des maladies est moins forte ou plus forte ? Et comment est-ce que vous, en tant que professionnel, vous gérez ça ? Alors pour ce qui est des traitements phytosanitaires, il y a la loi Labbé qui est passée il y a quelques années, donc on n'a plus le droit d'utiliser de produits sanitaires en ville. Une exception, c'est dans les cimetières. Donc ensuite, par rapport à la pression des ravageurs, je n'ai pas de données là-dessus. Je sais que nous, sur le toit, on a affaire à des pucerons, des limaces, etc. Donc on essaie de mettre en place des associations de culture pour limiter cette pression. Mais je ne connais pas de résultats là-dessus. Je ne sais pas si vous avez plus de données. Sur la question en tout cas du nombre de ravageurs, c'est clairement un sujet, parce que finalement en agriculture urbaine, on essaie de pousser toute la biodiversité spontanée qui va nous rendre des services, typiquement lutter contre ces ravageurs et de limiter les autres. Il y a des études en cours, notamment AgroParisTech, dans les services dont tu as parlé, écosystémiques, va chercher dans les années qui viennent à mieux évaluer en fait l'impact de l'agriculture urbaine sur cette biodiversité. Et par rapport aux phyto, outre le cadre réglementaire que l'a dit Thomas, vous l'aurez bien compris, l'agriculture urbaine, c'est une pratique foncièrement citoyenne qui essaie au maximum d'être vertueuse. Et quand on voit tout ce qui se fait en plein air, en tout cas, c'est vraiment des pratiques qui se basent sur de l'agroécologie, de la permaculture, etc. et qui, de fait, ne souhaitent pas utiliser de produits phytosanitaires. Merci Paola. À moins que l'un d'entre eux ou l'une d'entre vous souhaite compléter, je vous propose d'en rester là. Merci et d'applaudir bien évidemment l'ensemble des intervenants.
Merci aussi à vous d'être venus nombreux. Notez qu'il y a très régulièrement donc de ces événements ici même à Léonard Paris, que le prochain se tiendra alors sur des thématiques bien différentes, à l'initiative de la Fabrique de la Cité, sur la question du financement de la mobilité urbaine et en particulier sur un sujet qui est dont on parle beaucoup en ce moment, qui est celle de la gratuité des transports publics. Et on aura donc ça, c'est mercredi soir, et on aura mercredi suivant, le 21, je crois, disons un exposé ou des exposés sur au fond ce que c'est que la smart grid. Donc vous voyez qu'on est tout à fait sur autre chose. Donc les réseaux électriques intelligents qui sont au moins aussi transformateurs, disons, de la ville que l'agriculture urbaine. Je me permets de faire de la pub. Mardi prochain va se tenir la 10e université de la chaire éco-conception, donc au sein de laquelle Thomas fait partie. On va parler de biodiversité, d'agriculture urbaine, de mobilité, d'efficacité énergétique. Vous pouvez vous inscrire.